La location saisonnière en Israël, c'est vrai que ça fait rêver pas mal de résidents français. C'est une super opportunité, ça c'est clair. Le truc, c'est que derrière, il y a un système fiscal, disons un peu complexe. Alors, comment on fait pour s'y retrouver et éviter les mauvaises surprises? Allez, on va décortiquer tout ça ensemble. La question de fond, elle est simple, mais elle est absolument cruciale. Quand on loue un bien sur Airbnb en Israël, comment est-ce qu'on déclare ses revenus correctement? C'est vraiment le défi pour beaucoup de propriétaires. Et pour que ce soit bien concret, on peut imaginer un propriétaire qui se dit « Bon, j'ai un appart à Tel Aviv, comment je déclare les loyers et surtout, qu'est-ce que je peux déduire comme frais ?» Ce sont des questions que tout le monde se pose et on va y répondre point par point. D'accord. Alors, entrons dans le vif du sujet. Il faut savoir une chose. La location à court terme pour l'administration fiscale israélienne, c'est un sujet, comment dire, brûlant. Les autorités sont très vigilantes et s'assurent que ces revenus sont bien déclarés. Donc pas le choix, il faut être en règle. Alors, par où est-ce qu'on commence? La toute première étape, celle qu'on ne peut pas éviter, c'est l'enregistrement fiscal. Pour pouvoir déclarer quoi que ce soit, il faut d'abord ouvrir un dossier auprès de l'administration israélienne. Et ça se fait en 2 temps. Voilà les 2 démarches. D'un côté, il faut s'enregistrer au bureau des impôts sur le revenu, le fameux Maz Anissa, et de l'autre, il faut s'inscrire au bureau de la TVA, qu'on appelle le MAEM. Ce sont vraiment les 2 piliers pour exister fiscalement. Une fois qu'on est enregistré, il y a une décision vraiment importante à prendre. C'est un choix qui va conditionner toute la gestion financière de l'activité de location. Il faut choisir un statut commercial. Et pour ça, il y a 2 options principales sur la table. La première option, c'est le statut d'Osek Patour. Pour se faire une idée, c'est assez simple. C'est l'équivalent israélien de notre statut d'auto-entrepreneur en France. Ça donne tout de suite un bon point de repère. La deuxième option, c'est l'Osek Mourché. Là, on est sur le statut d'une entreprise individuelle. Et le point clé, c'est qu'il n'y a aucun plafond de chiffre d'affaires. C'est la solution pour une activité qui prend un peu plus d'ampleur. Bon, mettons ces 2 statuts face à face. La différence qui saute aux yeux, c'est bien sûr le plafond de revenus. L'Osek Patour est limité, l'Osek Mourché ne l'est pas. Mais la distinction la plus stratégique, elle est ailleurs. C'est la récupération de la TVA. Avec le statut Patour, c'est non. Avec le Mourché, c'est oui. Et ça chose tout. Et c'est bien ça, le véritable atout, l'avantage numéro 1 du statut de Osek Mourché. C'est cette possibilité de récupérer la TVA sur absolument toutes les dépenses professionnelles qui sont liées à l'appartement. C'est un levier financier qui est juste énorme. Et concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire récupérer la TVA sur les frais d'agence, sur les travaux de rénovation ou d'entretien, sur les honoraires du comptable, de l'avocat et même sur les factures d'électricité ou d'Internet. Mises bout à bout, toutes ces économies représentent des sommes considérables. D'accord, le statut est choisi. Maintenant, la question c'est comment l'impôt est-il calculé? Le système israélien est un système d'impôt progressif, par tranche, et il faut bien comprendre comment ça marche. La base de tout, c'est ce qu'on appelle le revenu net imposable. Pour l'obtenir, le calcul est le suivant. On prend le total des loyers perçus sur l'année et on enlève les revenus qui sont exonérés, les éventuelles pertes et surtout toutes les déductions autorisées. C'est sur ce montant final que l'impôt va s'appliquer. Le principe de l'impôt progressif, c'est que ce revenu net est découpé en plusieurs tranches. Chaque tranche a son propre taux d'imposition. Plus on gagne, plus les tranches supérieures sont taxées à un taux élevé. C'est un système en escalier, en quelque sorte. Et là, attention, voilà un chiffre qu'il faut absolument avoir en tête. Pour une location saisonnière qui est gérée par une agence, les revenus sont vus comme des revenus passifs. Et pour ce type de revenus, l'imposition ne commence pas à 0, elle commence directement à la tranche de 31%. C'est un point de départ assez élevé. Mais il y a une exception majeure, et elle est de taille. Si le propriétaire a plus de 60 ans, le taux de départ n'est plus de 31%, il tombe à 10%. C'est une différence énorme qui peut complètement changer la donne sur la rentabilité du projet. On arrive à la dernière grande question, celle qui concerne tous les résidents fiscaux français. Comment on gère ça avec le fisc en France? C'est là que la convention fiscale entre la France et Israël entre en jeu. Juste avant de parler de la convention, il y a un détail administratif important. Pour un non-résident, il y a une obligation. Il faut désigner un résident israélien qui va se porter garant de l'activité. C'est un prérequis. Une fois que c'est fait, on peut se pencher sur la convention. Et voilà la règle d'or, le principe fondamental de cette convention. Les revenus doivent bien être déclarés en France, par contre ils ne seront imposés que dans un seul pays, celui où se trouve le bien immobilier, c'est-à-dire en Israël. Le but, c'est d'éviter la double imposition. Donc pour que ce soit le plus clair et le plus simple possible, si on devait retenir une seule chose, ce serait ça. Déclaration en France, oui. Paiement de l'impôt en France, non. C'est aussi simple que ça, c'est vraiment le cœur du dispositif. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Que la location à court terme, c'est très lucratif, oui, mais que ça doit être vu comme une vraie activité commerciale, pas juste comme un petit revenu d'appoint.
Et la raison est évidente. La rentabilité d'une location de courte durée est bien meilleure que celle d'une location classique à l'année. C'est justement pour ça, pour protéger ce gain, que la maîtrise de la fiscalité est si importante. Au final, bien monter son projet fiscalement, ce n'est pas juste pour être en règle avec la loi, c'est une vraie stratégie. Une stratégie pour maximiser ses bénéfices, notamment avec la récupération de la TVA, et pour s'acheter une chose qui n'a pas de prix, la tranquillité d'esprit. On va finir sur une question qui fait réfléchir. La rentabilité sans la sérénité, en vivant avec le risque d'un contrôle fiscal, est-ce que c'est vraiment un bon calcul ?